Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Nouvelles du Haut-du-Lac. En ce qui regarde cette émission qui vise à vous informer sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine et de vous permettre de pouvoir faire le point sur ces diverses informations. Alors, sans plus tarder, nous commençons cette semaine avec les manchettes. La Fondation du C3S Maria-Chapdelaine tient son 16e radioton. Les travaux se poursuivent normalement en ce qui regarde le bloc opératoire et la route de Vauvert, discussion en ce qui regarde son avenir quant à son entretien et à ses réparations. Le kiosque de l'Auto-Québec qui change d'administrateur. La Fondation du C3S Maria-Chapdelaine fête cette année plus de 30 ans d'existence. Les administrateurs et dirigeants actuels ont tenu le 25 janvier, donc, la 16e édition du Radiaton annuel, qui est l'activité majeure de financement de cette fondation. Placée sous la présidence d'honneur de l'homme d'affaires Camille Vézina, l'objectif du Radiaton a été fixé à plus de 170 000 $. Au moment d'enregistrer cette émission, nous ne connaissions pas le montant total amassé. La générosité des citoyens et citoyennes de la MRC de Maria-Chapdelaine, doublée de l'implication de plus de 200 bénévoles à l'échelle de la MRC, ont certes permis d'atteindre, voire de dépasser cet objectif. Avec le Radiaton, c'est plus de 200 000 $ qui sont recueillis annuellement pour cette activité de financement. Au cours des dernières années, d'autres activités se sont ajoutées et viennent gonfler les coffres de la Fondation. Le président André Perron précise que les revenus annuels de la Fondation sont de l'ordre de 400 000 $ et que la totalité des dons amassés est versée à l'achat d'équipements destinés aux divers départements du centre de Maria-Chapdelaine. Pour 2018, l'objectif de 170 000 $ servira à l'acquisition d'équipements qui iront, entre autres, au bloc opératoire. Les équipements ainsi acquis permettent au centre de santé de se maintenir à la fine pointe de la technologie quant à la desserte des services, tout en donnant aux professionnels qui les utilisent les moyens de pratiquer une médecine moderne. Depuis sa mise sur pied, la Fondation aura ainsi versé dans le centre hospitalier et les diverses composantes plus de 4 millions de $. Cet apport a été rendu possible parce que la population locale croit en des services de santé de qualité, et ceci même en région éloignée. Pour le président André Perron, le succès de la Fondation est essentiellement dû au fait que la population locale, les communautés d'affaires de toute la MRC, y voient le moyen de contribuer à des services de santé de proximité. L'échéancier se poursuit pour l'agrandissement du bloc opératoire. En décembre 2015, le premier ministre du Québec et député de Roberval à l'Assemblée nationale, Philippe Couillard, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaël Tambarette, annonçait un projet de réfection et de mise aux normes du bloc opératoire au centre Maria-Chapdelaine, projet évalué à plus de 6 millions de $. Interrogé sur l'avenir du projet au centre Maria-Chapdelaine, le porte-parole du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-Antoine Tremblay, a précisé que le projet de Dolbeau-Mistassini poursuivait sans retard son cheminement et que l'on en était maintenant dans l'attente de l'acceptation par le ministère de la Santé du plan fonctionnel, plan qui a été remis en novembre dernier au ministère. Marc-Antoine Tremblay s'est exprimé en ces termes sur l'échéancier des travaux à venir pour le projet, soit une réalité en début 2020. C'est la prochaine étape qu'on va faire. Et c'est sûr qu'on a déjà des bonnes idées où c'est qu'on s'en va, mais on attend l'approbation sur le côté clinique si tout est respecté. Par la suite, vraiment, on va faire le côté des plans et devis. Par la suite, on va aller en appel d'offres. Rappelons que le projet annoncé en 2015 consistait en l'agrandissement du bloc opératoire actuel en y intégrant 4 salles de chirurgie, une salle de réveil et de récupération. On connaîtra le coût exact des travaux à être réalisés dès cette année, alors que l'on procédera à la confection des plans et devis. Le conseil de ville de Dolbeau-Mistassini a pris la décision d'offrir au ministère des Transports et de la Mobilité durable la route de Vauvert en invoquant qu'elle peut être considérée comme route collectrice. En fait, cette étude qui a été réalisée en 2016 aura permis de démontrer que la route de Vauvert
était une des routes qui pouvait être subventionnée par un nouveau programme qui avait été mis de l'avant par le ministère des Transports au Québec. Et ce projet permettait à la municipalité d'obtenir 75 des coûts financés. Une deuxième étude avait révélé par ailleurs que le projet, qui dans un premier temps avait été évalué dans les alentours de 9 millions, demanderait 12 millions de dollars pour sa réalisation, ce qui demande à la Ville une contribution qui pourrait aller jusqu'à 3 millions de dollars, ce qui est énorme pour les coffres de la Ville, selon le maire et aussi les divers conseillers municipaux. La route de Vauvert est une collectrice qui répond aux critères du ministère. Le projet de remise en état de la route est de 12 millions subventionnés à 75 % par le ministère. Ces travaux ne permettront pas de prendre la route carrossable pour le trafic lourd en dehors de la période de gel. Nous avons informé le ministère du Transport de nos intentions et demandé au ministère de faire les travaux de réfection nécessaires, considérant son état de dégradation avancé du danger qu'elle représente pour les citoyens de la communauté de Vauvert. Nous demandons au ministère de prendre aussi en charge l'entretien de la route, comme elle le fait déjà pour la route Sainte-Marguerite-Marie. La demande a été adressée en novembre dernier au ministère pour qu'on puisse voir le projet à 12 millions de dollars. Ce projet fait par ailleurs l'objet de demandes précises au niveau du MTQ parce qu'on ne cherche pas à refaire la route, mais à la reconditionner. On espère au niveau de la municipalité une décision quant à ce projet en février, au cours du mois de février. On pourrait ainsi commencer les travaux, plans et devis dès ce printemps pour effectuer les premiers travaux à l'hiver 2019. À la Ville, on parle d'urgence puisqu'il y va de la sécurité des usagers. Toujours au Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini, il a été question cette semaine du kiosque de l'Auto-Québec qui changera d'administrateur alors que la gestion en sera confiée maintenant à un organisme qui vient de Saguenay. Cet organisme ramassera donc ainsi les profits qui sont générés par l'opération du kiosque de l'Auto-Québec et à ce sujet, le maire de Dolbeau-Mistassini a commenté ainsi la décision de rapatrier ce kiosque au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini. Nous avons d'abord réitéré notre appui à la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini qui fait face à une délocalisation des profits générés par le kiosque de l'Auto-Québec. Ces profits permettaient de réaliser des actions concrètes de support aux commerçants et industriels d'ici et de jouer son rôle de catalyseur dans le milieu. Nous avons besoin d'une Chambre de commerce forte dans le contexte actuel. Au moment où nous joignons nos efforts pour attirer des entreprises, des industries et des travailleurs au nord du lac, de voir ces sommes déplacées à Saguenay est insultant. Nous croyons que la société d'État a un devoir de maintenir ici la gestion du kiosque afin que les profits réalisés viennent en aide à la communauté. Les profits de la vente doivent rester sur notre territoire et supporter un milieu qui se prend en main. Rappelons enfin que les profits actuellement sont partagés avec le groupe Espoir, c'est-à-dire que la Chambre de commerce et d'industrie verse à chaque année une subvention à partir de ses profits au groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini. Le politicologue, animateur, journaliste et ex-politicien Denis Trottier a fait part en début de semaine d'une réflexion qu'il entend maintenant mener pendant toute l'année qui vient en vue des prochaines élections provinciales au Québec. Il demande à ce que l'on cherche à recréer une dynamique pour intéresser les citoyens à la vie politique en créant au départ une organisation, un groupe qui verrait à choisir 5 grands thèmes qui pourraient faire l'objet de préoccupations de citoyens et de citoyennes, d'organismes et de regroupements de personnalités du milieu pour amener ces gens-là à demander aux partis politiques de se prononcer sur ces enjeux et déterminer qu'est-ce qui pourrait être fait. Pour ce faire, l'ex-député demande à ce qu'on pourrait élaborer donc une plateforme commune qui soit simple, qui pourrait être donc composée, comme je disais tout à l'heure, de 5 priorités.
On écoute M. Trottier qui nous explique un peu le pourquoi est-ce que cette nouvelle façon de faire pourrait amener un renouveau dans la politique québécoise. J'ai toujours pensé que si tu avais 33 du vote, tu devrais avoir 33 des ministres, 20 du vote, 20 des ministres, puis obliger les gens à travailler ensemble, puis aussi de changer cette dynamique-là qui fait qu'on est face à face, puis que s'il y en a un qui dit blanc, l'autre dit noir, puis s'il y en a un qui... Tu sais, puis quand il revient dans l'opposition, il dit le contraire de ce qu'il avait dit quand il était au pouvoir. Ça, le monde, il n'en ras le bol, là, puis on a besoin de quelque chose de nouveau. Puis la période de mise en commun, ça pourrait être une belle idée qui, j'espère, va avancer. 15 organismes dont ils travaillent, entre autres pour les aînés dans le comté de Lac-Saint-Jean, vont recevoir au cours des prochaines semaines des subventions dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. Le député libéral de Lac-Saint-Jean, soit M. Richard Hébert, a ainsi fait l'annonce la semaine dernière de ces projets. Ainsi, on pourrait retrouver dans la MRC de Maria Chapdelaine le Cercle des fermières de Mistassini qui va recevoir 11 011 $ afin de remplacer des métiers à tisser et accessoires de tissage. Le Cercle des fermières de Girardville va recevoir, quant à lui, 18 549 $ pour acheter des bancs pour les métiers à tisser, des tables, des chaises, des toiles et accessoires de tissage. Au Cercle des fermières de Saint-Thomas-Didyme, on en recevra une subvention. Je m'excuse, ce n'est pas le Cercle des fermières, c'est le Club de l'âge d'or de Saint-Thomas-Didyme qui recevra 2 088 $. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Dolbeau-Mistassini, 14 920 $. Et enfin, au Comité de citoyens de Sainte-Élisabeth-de-Pau, on recevra 19 211 $. Le Cercle des fermières de Saint-Thomas-Didyme, 24 884 $. La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette, 13 735 $. Au total, le député Hébert a annoncé pour 250 000 $ de subventions à ces divers organismes. À chaque semaine, nous vous présenterons une entrevue avec une des personnalités qui aura fait la manchette ou encore l'actualité de la semaine. Cette semaine, c'est avec M. André Perron, président de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. Dans le cadre de cette première entrevue de notre émission hebdomadaire, nous avons eu cette semaine, comme nous l'indiquions tout à l'heure, le fameux radioton de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. Alors, j'ai avec moi M. André Perron, qui est le président de cette fondation. M. Perron, on en était à la combienième édition cette année? Cette année, c'est la 16e édition du radioton. Le premier a eu lieu en 2003. OK. Et est-ce que c'est la seule façon dont la Fondation a des fonds? Est-ce qu'il y a d'autres sources de fonds que ce radioton? Non, bien entendu, le radioton, c'est la source principale de financement. On a aussi du financement qui nous vient des dons qui sont lors des décès, des gens qui sont aussi hospitalisés ou qui reçoivent des services de la santé vont nous donner des dons parce qu'on sollicite, bien entendu. Il y a aussi Résolu qui organise un tournoi de golf annuellement à Saint-Prime pour la Fondation de Roberval et celle de Dolbeau. Cette année, ça nous a donné quand même 75 000 $. Et ce qui est nouveau depuis le 1er mars 2017, c'est que le CIUS a confié à la Fondation la gestion des jardins du monastère, la résidence. Ça nous permet aussi d'avoir des fonds additionnels. Ce qui veut dire qu'annuellement, la Fondation, c'est quoi comme source de... je sais qu'habituellement, on sort toujours les objectifs en ce qui regarde le radioton, mais ça représente quoi comme source de revenus? C'est environ 400 000 $ par année. C'est quand même très important, puisqu'il faut dire que depuis le début des radiotons, on doit avoir à peu près 4 millions de dollars qui ont été ramassés. Et ces 4 millions de dollars-là a été investi en entier au centre hospitalier. Au cours de la dernière année, on avait des engagements pour au-delà de 800 000. Il y a encore des choses qui ne sont pas entrées, mais c'est des engagements qui sont faits. Et là, on vient de prendre des engagements avec le radioton encore pour près de 200 000 $. C'est donc à dire que l'ensemble de l'argent qui est recueilli pendant le radioton est immédiatement réinvesti dans le milieu, en fait. Oui, les réserves qu'on a à la Fondation, c'est les réserves qui sont accumulées avec d'autres fonds. Mais les fonds recueillis par le radioton sont à 100% investis sans aucun frein administratif pour l'achat des équipements.
Cette année, on a quoi comme objectif et quels sont les équipements que l'on veut plus particulièrement acheter? Notre objectif est de 176 000 cette année. C'est des équipements qui vont aller au bloc opératoire pour une lampe opératoire, un moniteur néonatal. Bien entendu, on va avoir pour l'urgence un échographe mobile. Ça paraît rien, mais c'est des équipements de 50 000 ça. Il y a des lampes portatives aussi pour l'opération dans les cliniques externes qui vont être achetées. Des cabinets de médicaments pour l'Oasis, pour Normandin et pour le 3e étage ici. Ça, c'est des cabinets pour mettre les médicaments en sécurité. Et les gens, le soir et les fins de semaine, bien entendu, le personnel soignant n'a pas à aller régulièrement à la pharmacie et ils peuvent avoir les équipements, les médicaments sur place grâce à un cabinet qui est super sécurisé et qui permet aussi d'avoir ces équipements-là. De quelle façon est-ce que ces demandes d'équipements-là vous parviennent à la Fondation? Bien entendu, dans chacun des services, on fait des priorisations annuelles. Ces priorisations-là, depuis l'avenue du CIUS, sont regroupées au niveau régional. C'est le CIUS avec les différents départements qui va faire les choix de priorité. Et à partir des priorisations qui sont faites, les priorisations du secteur C3S Marie-Chapdelaine nous sont acheminées à la Fondation. Et nous, à la Fondation, bien entendu, on fait des choix là-dedans. Cette année, tout ce qu'on nous avait demandé à 100 % va être acheté. Et c'est donc à dire que ça se fait quoi? Au cours de l'été, vous avez des commandes ou des... On a reçu au mois de novembre la liste des priorisations. On a donné tout de suite notre OK pour les achats. Les achats, ça peut prendre des fois jusqu'à 2-3 ans parce que quand c'est un équipement majeur, le CIUS, dans tout le système de santé, on regroupe les achats pour l'ensemble du Québec. On a déjà vu ici pour une lampe du bloc opératoire qu'on avait évalué à 32 000 $. Et après les demandes de soumission en bloc, on a réussi à avoir 2 lampes pour le même prix. Alors, c'est ça que ça vaut à peine parfois. Il y a aussi des équipements qu'on dit on va acheter une table, supposons, pour le bloc opératoire, un lit pour le bloc opératoire. Ils vont faire des essais sur différents équipements de différentes compagnies avant de choisir quelle compagnie ils vont choisir. Et ça peut retarder au fois les achats. Mais nous, on garantit, dès que les argents sont entrés, on garantit que ces argents-là, à 100 %, s'ils ne sont pas donnés en 2018, ça va être en 2019. On sait que dans certaines autres fondations, dont entre autres la Fondation dans le domaine du roi, on avait demandé de l'argent pour aider à la rénovation de l'urgence. On sait qu'ici, il y a aussi un gros projet de rénovation, pas de l'urgence, pardon, du bloc opératoire. On sait qu'il y a aussi... Est-ce que la Fondation a été sollicitée par la direction là-dessus? On ne l'a pas été encore parce que les demandes de soumission ne sont pas faites, mais je sais que lorsqu'ils font des travaux de cette envergure, il y a toujours des équipements additionnels qu'il faut acheter. Par contre, nous, ici à Dolbeau, au bloc opératoire, on peut dire que les équipements qu'ils ont actuellement sont à fine pointe de technologie parce qu'à chaque année, et c'est surtout au bloc opératoire qu'on a mis des équipements, entre autres au niveau de tout l'équipement de scopie, il va y avoir 470 000 $ qui va avoir été mis là-dedans au cours des 2 dernières années par la Fondation pour la scopie. C'est quand même des choses qui sont importantes, qui sont neuves, qui vont être encore là. Est-ce qu'on a d'autres projets d'investissement, peut-être des projets un peu plus majeurs, si je peux m'exprimer? Je ne dis pas que ce n'est pas important ce qui se donne là, mais majeurs qui s'en viennent peut-être au niveau ici du centre et qu'on pourrait être sollicité. Oui, il y en a un, c'est qu'on va remplacer le tomographe ici. On remplace celui d'Alma cette année et on remplace celui de Dolbeau. Celui d'Alma va être remplacé au printemps, celui de Dolbeau va être remplacé normalement à l'automne 2018. C'est un équipement de 800 000 $. On est sollicité actuellement, on nous demande de verser 50 % du montant du coût de l'achat. On est actuellement en discussion avec le CIUS et le conseil d'administration de la Fondation, mais probablement qu'on va investir un montant important pour l'achat de ce tomographe. Le tomographe qui va être remplacé, il y a 10 ou 11 ans de vie et on calcule que c'est le temps de le remplacer. C'était pas celui aussi qui avait été financé en bonne partie par la Fondation? Le premier avait été financé à 100 % par la Fondation. Le deuxième, qui est celui-là, a été financé par le ministère de la Santé, compte tenu que le premier avait été payé à 100 % par la Fondation. Mais sur le troisième, là, on nous demande une participation qui est à peu près de 50 %. Je ne veux pas faire appel à vos connaissances techniques là-dessus, mais effectivement, c'est de l'équipement qui doit avoir une certaine pérennité et on est obligé de mettre à jour. C'est un équipement mettons, qui a une durée de vie de 10 ans. Après 10 ans, il y a des contrats d'entretien sur ces équipements-là. Et quand on considère que c'est un équipement qui est rendu à fin de vie utile,
les coûts de réparation sont énormes et augmentent. Alors, au niveau des opérations, ça augmente c'est des coûts additionnels. Alors, pour éviter ces coûts additionnels-là, eh bien, on remplace l'équipement et avec les montants additionnels qu'on sera obligé pour donner pour l'entretien, bien, ces enfants-là peuvent payer pour le remplacement. On sait qu'à chaque année aussi, vous faites appel à un homme ou une femme du milieu, soit du milieu des affaires, du milieu social et même du milieu politique pour aider à ce financement-là. Cette année, si ma mémoire est fidèle, c'était avec M. Camille Vézina. Est-ce que ces personnes-là, la contribution qu'ils amènent, outre leur renommée, est-ce que habituellement vous avez de ces entreprises-là aussi des dons qui viennent? C'est que c'est toujours important lorsqu'on fait une collecte de fonds d'envoyer la bonne personne à la bonne place. Si tu es un client de quelqu'un, tu as plus de chances d'avoir des argents que si tu n'es pas un client. Et c'est ce qu'on fait avec nos présidents d'honneur. On a des gens qui nous donnent régulièrement. Mais lorsque le président d'honneur les appelle, et j'ai eu ce matin, justement, je faisais de la collecte, et puis les montants ont doublé, et même dans certains cas triplé, parce que le président d'honneur les avait appelés. C'est pour ça qu'à chaque année, on va chercher un président d'honneur. On a nos équipes de base qui sont là, qui font de la sollicitation, mais notre président d'honneur nous permet de cibler des commerces en particulier et demander à ces commerces-là de faire un peu plus. En tout dernier, lors du Radioton, on peut dire qu'il y a combien de bénévoles qui circulent au cours de la journée ou peut-être même au cours de la semaine? À peu près 200. À peu près 200 parce que le porte-à-porte, ça prend quand même beaucoup de monde. Les Chevaliers de Colomb, que je veux remercier parce qu'ils font un excellent travail, et ceux qui sont associés aussi aux Chevaliers de Colomb, parce que ce pas tous des Chevaliers de Colomb qui font le porte-à-porte. Il y a du porte-à-porte qui se fait dans les paroisses de toute la MRC, puis il y a du porte-à-porte qui se fait dans Dolbeau-Mistassini aussi. Alors, je remercie ces gens-là, mais au total, là, c'est à peu près 200 personnes qui travaillent sur le Radioton. M. Perron, je vous remercie beaucoup. Merci. Votre télévision locale, soit TVL DM9, diffuse maintenant en direct sur le web les séances du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini et de la MRC de Maria-Chapdelaine. On peut suivre ces émissions en consultant la page Facebook de la télé communautaire. À l'école Sainte-Marie et la polyvalente de Normandin, on vient de mettre de l'avant un projet de mentorat à l'école. Ce mentorat se fait entre un jeune de secondaire 4 et 5 et un jeune du primaire. On vise à développer une relation significative qui vise à soutenir la persévérance et améliorer le développement personnel et social chez les jeunes. Ce n'est pas l'aide au devoir, mais les activités diverses selon le choix des participants. On peut s'inscrire donc en consultant la direction de ces deux écoles. Au niveau des familles monoparentales et recomposées, on tiendra une séance d'information ouverte donc à toute la population qui portera sur la différence entre conjoints de fait et mariés. On prendra cette conférence dans le cadre d'un 5 à 7 qui va se tenir le jeudi 15 février. Parents veulent savoir, nos enfants en stress, émotion ou anxiété, voilà ce qui sera discuté lors d'un atelier qui va se tenir mercredi, le 31 janvier, à la polyvalente Jean Dolbeau, soit au 300 de l'avenue Jean Dolbeau, et toute la population est invitée à assister à cette activité-là aussi. Rappelons que cette semaine, toujours le 31 janvier, il y aura l'Assemblée générale du Festival du Bleuet de Mistassini, ou de Dolbeau-Mistassini, et il y aura aussi cette semaine, à la fin de la semaine, l'ordination de l'évêque, du nouvel évêque de diocèse, Monseigneur René Gay, qui, comme on le sait, est originaire de Saint-Thomas-Didyme. À chaque semaine, donc, dans notre émission Nouvelles du Haut-du-Lac, nous vous parlerons aussi du monde sportif. Et nous invitons à cet effet tous les regroupements sportifs, les équipes, les représentants de différents tournois et tous les athlètes qui ont des choses à nous souligner quant à leur performance, à communiquer avec nous, ici, à la télévision communautaire, en nous envoyant tout simplement, dans un premier temps, un courriel. Et on peut le faire au TVL DM9 à commercial-vidéotron.ca
Et à cet effet, nous pourrons très heureux de discuter avec vous de vos diverses activités. Cette semaine, nous tenons à souligner la participation de Mélina Perron, une jeune curleuse de 17 ans, qui sera de l'équipe régionale, voire québécoise, au tournoi des cœurs Scotties qui se tiendra en Colombie-Britannique. La jeune Mélissa n'en est pas à ses premières armes en ce qui regarde le curling. Elle a, depuis son adolescence, participé à différents tournois et à des équipes locales ici à l'échelle et du Québec et du Canada, déjà comme représentante à cet effet. Enfin, nous tenons à souligner aussi que Marie Besson, qui en sera toujours en objectif d'être des Jeux olympiques en judo en 2020, participera au cours des prochaines semaines, elle aussi, à diverses compétitions internationales. Et rappelons que Marie participe dans 2 catégories, soit au niveau junior et aussi au niveau senior, ce qui en fait une des têtes d'affiche de l'équipe canadienne à cet effet. Alors, merci beaucoup pour cette première émission, de nous avoir écoutés pour cette première émission et nous espérons vous revoir dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Nouvelles du Haut-du-Lac. Merci. Moi. 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 Moi, je travaille en français. Moi. Je travaille en français. Moi, Je travaille en français. Moi, Je travaille en français. Moi, je travaille en français.